Pourquoi est-ce qu'on fait des séries de rencontres comme ça sur la création? Hein? C'est une bonne question. Et on entend ça de nouvelles constamment, mais quand c'est des gens qu'on connaît, comme qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune homme de 13 ans soit si désespéré de s'enlever la vie? Hein? Pourquoi, à 13 ans, quelqu'un n'aurait pas plus d'espoir dans la vie que ça? Et ça me bouleverse. Or, je ne prétends pas avoir la réponse. Loin de là, loin de moi l'idée de prétendre. Mais, une chose que je sais, par exemple, et qui certainement peut contribuer à ça, c'est que depuis leur jeune âge, les enfants se font enseigner qu'il n'y a pas de Dieu, que toutes les choses sont venues toutes seules, il n'y a pas personne à qui on devra rendre des comptes un jour, il n'y a pas d'espoir de la vie après la mort. Pas d'espoir. Tout simplement, pas d'espoir. Ça, c'est une des choses, et c'est certainement une des raisons qui contribue de nos jours au fait qu'il y a un si haut taux de suicide chez les jeunes. Maintenant, loin de moi l'idée de dire qu'en enseignant la création, ça va régler ce problème-là. Pas du tout. Mais par contre, ne serait-ce que de susciter le moindrement d'intérêt dans le fait que, et on ne prétend pas que la Bible est un livre de science, ce n'est pas un. Mais de susciter au moins l'intérêt de réaliser que la Bible a autant de validité, nous on croit qu'il y en a plus, que n'importe quelle idée qui est envoyée ici et là concernant l'origine de la vie. Et que scientifiquement parlant, toutes les théories qui existent, autres que la Bible, n'ont pas plus de valeur scientifique. Et si ça sert juste à ça, que quelqu'un ici ce soir peut se réaliser que, hey, qu'est-ce qu'on se fait enseigner depuis des années? Il n'est pas quelque chose qui est facilement supportable, scientifiquement parlant. Et on ne prétend pas que la Bible est plus scientifique, mais tout au moins aussi scientifique que toutes les autres choses que vous entendez. Bonsoir. La session qu'on va voir ce soir, on va commencer avec l'origine de la vie. Ça prend un commencement. Puis, qu'est-ce qui nous intéresse pour nous autres qui est vivants, c'est comment est-ce que la vie est arrivée. Donc, on va commencer avec ça. Puis, avant ça, je voudrais qu'on mette deux choses en perspective. On va regarder le côté évolutionniste, qu'est-ce qu'il enseigne, puis le côté aussi créationniste, qu'est-ce qu'il enseigne. C'est le titre des conférences, c'est des conférences créationnistes. Donc, on va regarder ces deux facettes-là qui parlent ou qui expliquent l'origine de la vie. Ensuite, on va continuer avec ça dans les prochaines étapes, le dimanche matin, dimanche soir, ça va être la sélection naturelle. Ça, c'est un des mécanismes utilisés pour expliquer qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, qui serait la sélection naturelle, qui est un mécanisme qui est utilisé par les évolutionnistes puis par les créationnistes. On croit à ça également. Puis, on va finir avec les mutations favorables. Ça, c'est également un des mécanismes utilisés par l'évolution pour essayer de démontrer que les choses ont changé avec le temps et ont évolué en se complexifiant. Ça, par contre, il y a pas beaucoup d'évidence, ou même, je dirais, il n'y en a pas d'évidence que ça s'est vraiment produit comme ça. On va voir ça dimanche soir. Fait que j'espère que ça va piquer votre curiosité, celle qu'on va voir ce soir. On va regarder l'origine de la vie, puis après ça, on va continuer dans la suite des temps avec les mécanismes d'évolution. OK, en 1859, Charles Darwin a écrit un livre qui s'appelait « L'origine des espèces ». Ça l'a mis pas mal la table à une théorie qui existait déjà, la théorie de l'évolution, mais qui n'était pas encore vraiment populaire. Puis, qu'est-ce que Charles Darwin a fait que ses prédécesseurs n'avaient pas vraiment fait? C'est qu'il a mis des mécanismes qui rendaient l'évolution possible. Fait que les gens ont commencé à étudier ces mécanismes-là, puis la théorie, elle a vraiment pris son envol dans ces années-là. Si on compte vite, à peu près 150 ans d'histoire, cette théorie-là. Qu'est-ce qu'elle a comme base un petit peu philosophique, la théorie? C'est basé sur le naturalisme. Tout ce qui existe vient de la matière, des choses qu'on peut toucher. Tout doit être expliqué en termes de chance, de temps et de lois naturelles qui vont agir sur la matière. Ça, c'est la philosophie en arrière de la théorie de l'évolution. Il y a des grosses questions qu'on peut se poser là-dedans. La matière, elle vient de où? Mais on ne touchera pas à ça, mais ça en est une bonne question qu'on se pose quand on voit quelque chose comme une définition comme le naturalisme. Puis, il y a deux mécanismes qui expliqueraient l'évolution, où ce que les choses partent de simples et se complexifient pour arriver un jour à l'homme ou aux mammifères, ces organismes vivants. Le premier, c'est la sélection naturelle,
Puis le deuxième mécanisme, c'est les mutations. Ça, on va y toucher dans les autres sessions. Maintenant, la meilleure manière d'illustrer ce serait quoi l'évolution? C'est Ernest Haeckel qui l'a schématisé. Puis où est-ce qu'on parle on parle d'un arbre évolutif. C'est qu'on parle d'un organisme vraiment, vraiment simple qui serait arrivé. Puis cet organisme-là simple se serait complexifié pour donner différents autres organismes. Là, on parle de plantes, on parle d'animaux, on parle de l'homme. Puis finalement, on le voit pas sur le schéma, mais probablement le plus complexe, je le fais à chaque fois, c'est la femme. Mais il n'est pas sur ce schéma-là. Mais les choses auraient parti de quelque chose de vraiment simple pour se complexifier, tout ayant une même origine. On pourrait l'illustrer d'une autre façon. Ce serait, en parlant de l'arbre, c'est une évolution verticale. Hein. L'évolution implique un ajout énorme et soudain d'informations génétiques qui permet de faire des sauts évolutifs entre les espèces. On part d'une bactérie à un organisme qui a plusieurs cellules. On peut après ça arriver à un crustacé, un poisson, une grenouille ou un amphibien, les reptiles qui donnent les oiseaux et les mammifères, puis ensuite les primates, puis l'homme. On voit que c'est beaucoup d'ajouts génétiques parce qu'on part de quelque chose de simple, puis on est rendu à la fin à quelque chose de compliqué, complexe comme un être humain. Faut jamais perdre ça de vue, je vais le répéter souvent, c'est la base de cette théorie-là, c'est quelque chose de vertical, c'est quelque chose qui va toujours se complexifier en augmentant quand on parle d'évolution. Maintenant, le créationnisme, c'est le premier verset qui fait foi de tout, ça dit dans la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça n'a pas juste 150 ans. Moïse l'a écrit, ça fait à peu près 3450 ans. Puis ça lui venait de Dieu. Puis là, il l'a mis sur papier. Qu'est-ce que Dieu lui a dit concernant la création? Fait que la création, elle a été expliquée à Moïse qui, lui, a pu l'écrire. Qu'est-ce que ça dit? Là, on a le reste du chapitre 1 de la Genèse. Je vais en lire un peut-être avec vous. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux-mêmes leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. » Puis là, on va voir dans les autres versets, je les ai mis en rouge, le mot « selon leur espèce » apparaît plusieurs fois dans ce passage-là. Qu'est-ce que ça l'enseigne? Le mot « espèce », pour ceux qui comprennent l'anglais, dans une Bible anglaise, c'est traduit « kind », ça pourrait être « sorte », selon leur sorte ou selon leur genre. Fait que on parle vraiment de familles plus larges là, que l'espèce des bergers allemands ou des chihuahuas. Ou, on parlerait de l'espèce canine, le genre canin ou les félins comme pour les chats. Fait que c'est le mot qui est là, c'est le genre ou la sorte. Dieu a créé la sorte. Fait qu'au lieu d'avoir un arbre qui part de vraiment simple à beaucoup plus complexe, mais on parle plus d'une forêt, où ici on a la sorte, le genre, l'espèce. On pourrait avoir aussi des différentes plantes ou des différents dinosaures, différents types d'oiseaux, différents types de chats ou de chiens. Puis là, ceux-là, il y avait un bagage génétique parfait, parce que quand on voit dans la création, Dieu finit dans Genèse 1, 31, il dit tout ce qu'il avait fait était très bon. Fait que qu'est-ce que Dieu avait créé était parfait, avec une génétique parfaite. Puis avec le temps, puis les différents milieux où il y avait à s'adapter, mais les organismes pouvaient se différencier. Mais il restait toujours, ce qui est important à comprendre, il restait toujours dans le cadre que Dieu avait établi, le cadre de l'espèce ou du genre ou de la sorte. Fait ici, au lieu d'avoir un arbre, on a une forêt avec toutes les sortes que Dieu a créées. Ensuite, il y a eu un déluge. Le déluge est important de le placer là parce que le déluge, il explique beaucoup de choses qu'on observe aujourd'hui, puis les gens, ils veulent pas croire ou se ferment les yeux souvent dessus. Ça l'explique, entre autres, les couches géologiques, puis l'arrangement qu'on a, la géologie qu'on peut voir aujourd'hui. Ça l'explique aussi très bien les fossiles. Comment ça, on voit les fossiles, la disparition des dinosaures. Des fois, c'est une question qu'on peut se poser. Mais le déluge explique ça. Ça l'explique les gisements de pétrole, les gisements de charbon, le bon mot. Ça, c'est des végétaux qui ont été enfouis, puis pas un petit peu de végétaux, parce que nous autres, quand nos végétaux s'enfouissent, on fait du compost avec, puis c'est réutilisé, mais il a fallu qu'il y en ait beaucoup, puis en même temps, qui a été emprisonné. Le déluge explique ça aussi. Fait que ça, c'est
des points qu'il ne faut pas perdre de vue. Puis ensuite, après le déluge, on voit dans la parole de Dieu que Noé avait pris 2 animaux de chaque espèce, 7 des espèces pures, puis leur génétique leur permettait encore de se différencier. Puis on peut avoir ici, mettons, on prend les félins, mais on peut avoir la branche qui a donné les tigres, les lions, les jaguars, les panthères. C'est tous des animaux qui viennent probablement d'un ancêtre commun quand on les ramène ensemble. Puis ça prend pas des millions d'années pour ça dans la génétique. On va le voir un petit peu plus tard. OK, fait que contrairement à l'évolution, on parle de changement. L'évolution, c'est un changement vertical où on ajoute beaucoup pour complexifier les choses. Mais là, on parle d'un changement qui est horizontal. Dieu a créé des espèces parfaites ayant dans leur bagage génétique une grande possibilité de variation, donnant naissance à d'autres variétés d'animaux, mais toujours de la même espèce et parfois même avec une perte d'information génétique. Ça, c'est une des études intéressantes qui ont été faites. Les chercheurs ont fait des études sur toutes les espèces de chiens qu'il y a présentement. Il y a peut-être entre 400 et 600 espèces de chiens. Puis toutes ces espèces-là sont reliées à quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui comme le loup gris, puis sont toutes reliées ensemble. Fait que les changements qu'on observe, on peut le voir ici, on voit le chien, mettons qu'on le ramène jusqu'au chihuahua, on a notre espèce qui serait l'espèce originale avec beaucoup de possibilités de varier. Puis elle a varié, effectivement, pour arriver à des chiens miniaturisés ou des chiens de race, comme on appelle. Mais ça se fait jamais avec un ajout d'informations génétiques, mais plutôt une perte d'informations génétiques. Ça, c'est qu'est-ce que le changement horizontal ou qu'est-ce que le créationnisme croit ou enseigne à ce niveau-là. Bon, notre sujet, c'était l'origine de la vie. Fait que ça, on voulait juste mettre en perspective. Si on parle de évolution, on parle de changement vertical, on augmente l'information. Si on parle de création, on parle de changement horizontal. L'information va se changer, va diviser, mais il va toujours être la même espèce, peut-être en diminuant. Pas en augmentant son génome, mais en diminuant son génome. Fait que là-dessus, on a une bonne différence entre création et évolution. Origine de la vie. Qu'est-ce que Darwin a écrit il y a 150 ans concernant la vie? La vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. Fait que pour Darwin, sa conception de l'origine de la vie était quand même simple. Il y avait une soupe, ça a pris du temps, mais éventuellement, les molécules se sont mises ensemble, puis ça a fait la vie. Ça, c'était sa conception de la vie. Bon, puis pour que sa théorie fonctionne, il faut comprendre aussi que ça a besoin d'être simple, la vie. Si c'est compliqué, ça ne pourra pas apparaître spontanément comme ça tout seul. Fait que pour Darwin et pour la théorie évolutive, la vie devait être vraiment simple en partant. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on observe aujourd'hui? On va le regarder un petit peu plus tard. Il y a plusieurs hypothèses concernant l'apparition de la vie. Des sources thermales dans le fond des océans, où ce que la vie aurait commencé là. Il y a, dans la base de certains volcans, il parle que la vie aurait pu commencer là aussi dans les océans. On a un haut-parrain qui a parlé, lui, que c'est quand on met des petites gouttes d'huile dans l'eau, là, ça fait, ils restent ensemble, là, mais ce serait peut-être comme ça que les premières molécules auraient réussi à survivre en allant s'insérer dans ces petits lipides-là, les petites gouttes d'huile qu'on a mis dans l'eau. Il y en a d'autres. La plus populaire, ça, on va la détailler un petit peu plus après, c'est Miller qui a fait des expériences avec des éclairs puis dans l'atmosphère, puis il aurait créé les premières molécules servant à faire après ça des protéines. Il y en a d'autres qui parlent de cristaux, des molécules organiques qui s'organisent sur des cristaux. On a aussi l'origine extraterrestre, puis ça, on peut peut-être trouver ça drôle, mais celle-là, elle prend beaucoup, beaucoup de popularité, où ce que la vie, elle aurait été sommée sur la Terre par l'extraterrestre ou de la vie à l'extérieur. Ça fait juste déménager le problème ailleurs, tant qu'à moi. Fait que ailleurs, d'où ce qu'elle venait, elle, ça, c'est une autre question. Puis, il y a d'autres aussi qui parlent que la vie, elle serait propagée avec des molécules d'ARN. Mais toutes ces théories-là, ils sont encore discutées, très discutables. Même les évolutionnistes les réfutent eux-mêmes entre eux autres. Mettons qu'il y en a un qui sont plus... ils veulent plus se concentrer sur ce que Miller a fait comme expérience, mais ils vont rejeter l'autre, versus quelqu'un qui étudie l'ARN, mais il va rejeter ce que Miller a fait. Fait que, on voit qu'à ce niveau-là, il n'y a rien d'expliqué. Fait que quand on parle d'origine de la vie,
Si les gens vous disent, ben oui, on sait comment ça s'est fait, mais ces gens-là, ils ont tort parce que personne s'entend à ce niveau-là, au niveau scientifique présentement là-dessus. On va en regarder une parce que c'est la plus populaire, c'est celle que moi je me suis fait enseigner à l'école, c'est celle qui est encore dans les livres aujourd'hui. Une expérience que Stanley Miller a faite. Puis lui a créé des acides aminés. Ça, c'est un mot qui veut peut-être pas dire grand-chose à certaines personnes, mais c'est la base pour faire des protéines. Les protéines, c'est la base aussi du vivant avec l'ADN. Tout ça, c'est vraiment important pour la vie aujourd'hui. Si on n'aurait pas d'acides aminés, on ne pourrait pas se parler personne ici. Là. On n'aurait pas de structure, on n'aurait pas rien. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est qu'il a fait apparaître des acides aminés. Il a pris dans un ballon, il a mis du méthane puis de l'ammoniac, puis il a fait chauffer de la vapeur, puis là, la vapeur d'eau passait là-dedans, puis il faisait faire plein d'éclairs. Ces éclairs-là, après ça, ont produit les petits acides aminés qu'il a pu récupérer, puis là, il a créé la base de la vie. Fait que si on regarde ça, c'est une expérience vraiment révolutionnaire, jusqu'à temps qu'on l'examine un petit peu. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas avec cette expérience-là. Il prend comme acquis que, au début, l'atmosphère était pleine d'azote, d'ammoniac et de méthane. Mais par contre, plus que les gens étudient, plus qu'ils se rendent compte que c'était pas vrai, puis l'atmosphère contenait déjà de l'oxygène depuis le début. Les roches les plus vieilles qu'on voit aujourd'hui, c'est des roches qui sont oxydées dans les fonds des océans, puis tout ça, où il n'y a pas, ou pratiquement pas, d'oxygène, mais il y a quand même des traces d'oxygène à cette époque-là. Fait que on voit que il n'y a pas rien qui indique que c'était ça. Fait que, en partant, il n'y a pas le bon matériel. Ensuite, son expérience, il a mis ça dans un vase qui font des éclairs. Puis là, quand que les molécules se formaient, il se dépêchait à les retirer. Parce que l'éclair qui peut former cette molécule-là, elle a beaucoup plus de facilité à la défaire, la molécule, qu'à la faire. Fait qu'il faut que tu l'enlèves le plus vite possible, sinon elle va se détruire au prochain spark qu'il va avoir. Fait que là, il les enlevait. Fait que mécaniquement, il enlevait ça. Fait que déjà là, ça vous donne une idée que c'est pas un processus naturel. S'il y a une intervention humaine pour tirer ça, ça donne pas une bonne validité. Puis finalement, le résultat, les acides aminés qu'il a créés, je vais vous le démontrer un petit peu, c'est pas des acides aminés qui peuvent contribuer à la vie. Je vais expliquer pourquoi. On a 2 mains. Les 2 se ressemblent vraiment beaucoup. On a 5 doigts, les pouces. Par contre, ils sont comme un peu une image miroir une de l'autre. Ils sont pas identiques. J'ai un que mon pouce pointe vers la gauche, puis l'autre vers la droite. Fait que si je le tourne, mais là, j'ai mon revers de main puis du bon bord. Fait qu'on voit que on n'a pas 2 mains complètement identiques. Mais c'est la même chose avec les acides aminés qu'il a créés. Fait que les acides aminés qu'il a créés, on appelle ça les énantiomères. C'est des acides aminés soit de gauche ou de droite. Fait qu'il y en a qui sont gauche puis d'autres qui sont droite. Mais dans le vivant, comme vous aussi assis aujourd'hui, là, tous vos acides aminés que vous avez sont de gauche. Là, je pense, en tout cas, c'est ma gauche. Okay? Ils sont tous entièrement, complètement, à 100% de gauche. Vous n'avez aucun acide aminé de droite dans le vivant aujourd'hui. Quand on crée par hasard des molécules comme l'acide aminé, c'est quoi qu'on risque de créer? Des fois gauche, des fois droite, une chance sur 2. Mais la vie ou le vivant, ça possède seulement des acides aminés de gauche. Fait que quand lui a créé ces acides aminés, il n'a pas créé quelque chose de vivant, il a créé quelque chose qui même s'oppose à la vie. Si on a un acide aminé droit dans une chaîne de protéines, ça détruit la chaîne de protéines, elle ne va jamais se former. Fait que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il a créé? Le résultat qui est sorti de son expérience, c'est pas quelque chose qui amène à la vie, c'est quelque chose qui amène à la mort. C'est quelque chose qui amène totalement le contraire. Fait que, cependant, les organismes vivants sont composés exclusivement d'acides aminés de gauche. Maintenant, l'ADN, ça c'est un grand mot. Quand on parle d'origine de la vie, c'est important. James Watson puis Francis Crick qui ont fait la découverte de l'ADN en 1953. Ça fait un peu plus que 50 ans. C'était la plus grande découverte du 20e siècle. C'est la molécule de l'hérédité. C'est le secret de la vie. Dans l'ADN, là, cette découverte-là, ça a révolutionné notre compréhension du vivant. On ne comprend pas même encore aujourd'hui tout qu'est-ce que ça implique, puis comment que c'est grand, puis comment c'est important, ces choses-là. Fait que, l'ADN. Fait que, si on prend Darwin, je disais que tantôt, ça faisait combien de temps? 150 ans qu'il avait écrit son livre, L'origine des espèces. Mais tout ce qui concerne l'hérédité, puis l'ADN, mais ça a été découvert, ça fait juste 50 ans. Fait qu'il y a un gros gap de 100 ans où ce que les gens
n'avaient pas aucune idée c'était quoi qui propageait l'hérédité, puis qu'est-ce qui faisait qu'on était comme on était, comment est-ce qu'on se transmet nos caractéristiques. On ne savait pas comment c'était fait. Fait qu'est-ce que l'ADN, elle a répondu à ça? C'est ça qu'on va voir. Est-ce que l'ADN, elle a dit, ah ben voilà, ça simplifie tellement la chose, on peut voir que l'évolution est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on connaît de l'ADN? Bon, premièrement, je vais donner la définition. Après ça, vous pouvez effacer ça de votre mémoire. C'est l'acide désoxyribonucléique ou ADN. C'est une molécule qu'on retrouve dans toutes les cellules vivantes. Elle renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement, au fonctionnement d'un organisme. Bon, le mot qu'il faut que vous reteniez, ADN égale information. Retenez ça, puis vous avez retenu le principe de base, puis à quoi ça sert. Fait que l'ADN, c'est vraiment une bibliothèque d'informations. Ça contient toute l'information nécessaire pour le vivant. On prend une cellule humaine, OK? On en prend une, puis on regarde comment est-ce qu'elle contient l'information dans son ADN. Ça représente 120 volumes d'encyclopédie. Fait que quand on parle d'ADN, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On remplit un plan de mur de bibliothèque d'informations avec une cellule, pas tout le corps là, humain, juste une cellule. Si on pense que c'est beaucoup, mais l'organisme qui en a le plus d'informations génétiques qu'on connaît, c'est une bactérie. Ça, c'est un petit peu étonnant. Si on pense que tout s'est complexifié avec le temps, mais c'est une bactérie qui s'appelle Epulopium fischelsoni. Puis elle a 25 fois plus d'informations génétiques qu'une cellule humaine. Ça représente 3000 volumes d'encyclopédie. Ça, c'est une bactérie. Cette bactérie-là, aujourd'hui, mais la même qu'elle était il y a 10 ans, c'est encore une bactérie, malgré le fait qu'elle contient toute cette information-là, cet énorme volume d'informations-là en une petite bactérie. Fait que oui, le corps humain, c'est impressionnant, mais cette bactérie-là aussi est impressionnante. Le code génétique. Fait que là, on parle d'ADN, on parle d'information. C'est une information codée quand on parle d'ADN. Fait que, on a une belle spirale, les doubles hélices, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans des dessins ou quelque part, quand on voit des choses de science, les doubles hélices qui se croisent, mais ces doubles hélices-là, ils sont toutes compactés ensemble dans des chromosomes qui sont compactés dans un noyau, puis là, ça contient toute l'information. Mais si on les déroule pour essayer de lire c'est quoi l'information, on voit que toute l'ADN est faite de 4 lettres, A, T, G et C. C'est des bases de nucléotides, mais c'est toute là, notre longue chaîne d'ADN, la double hélice, là, c'est seulement 4 lettres qui se répètent. A, T, G, C dans différents ordres pour former par la suite des protéines. Fait que, on se ramasse avec un code. Mais un code sans rien pour le déchiffrer, ça vaut-tu quelque chose? Moi, je connais pas le morse. Si vous me donnez le code morse, là, je ne vais pas vous sortir une phrase à la fin de ça, là. Je vais vous le redonner, j'aurais rien compris. Mais l'ADN, c'est la même chose. Fait que l'ADN, c'est un code, il faut le déchiffrer. Pour le déchiffrer, on prend 3 paires de bases ensemble, mettons A, T, G ensemble. Ça va vouloir dire quelque chose, un peu comme le morse, des petites barres, des petits points. Fait que si je prends A, T, G, et puis je le traduis, ça va me donner A, T, G. J'ai une méthionine, ça c'est un acide aminé. Fait que là, notre code ADN est capable de nous dire comment placer les acides aminés dans le bon ordre pour faire des protéines. C'est toute l'information qu'il contient. Fait que ça, ce serait comme la clé du puzzle pour déchiffrer l'ADN. Fait qu'on voit la complexité à ce niveau-là. Pourquoi 3, pourquoi pas 2? Ça, c'est des questions que les évolutionnistes n'ont pas plus de réponses. Moi, je pense que Dieu l'a créé comme ça, il l'a voulu comme ça, pour éviter des erreurs ou des choses comme ça qui pourraient arriver par la suite. Fait que, on a notre code avec quelque chose pour le déchiffrer. OK, pour déchiffrer le code, savez-vous comment ça prend de protéines différentes, connues aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que plus que le temps va passer, plus que ça va augmenter. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Ça prend 70 protéines différentes pour pouvoir déchiffrer le code génétique. Fait que, je vous pose la question, qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'ADN qui peut coder toutes les protéines, ou bien les protéines qui peuvent aider, permettre à l'ADN de coder les protéines? Là, on voit le raisonnement, l'œuf ou la poule. Hein? Fait que dans un processus évolutionniste où ça a fallu que quelque chose apparaisse un avant l'autre, on n'a pas de réponse à ça. Si c'est la création, si ça a été créé les deux en même temps, l'ADN et les protéines, pour pouvoir transcrire, traduire l'ADN, mais là, on a une réponse à ce niveau-là. Mais
On n'en a pas de réponse. Si on prend maintenant l'alphabet, je vous place un alphabet. L'alphabet, c'est un code. Un peu comme l'ADN, c'est un code. Tantôt, on parlait des acides aminés. On en a 20 différentes. Toutes de gauche ou de droite? Toutes de gauche. On a 20 acides aminés différentes, toutes de gauche. Ça fait un peu comme l'alphabet du vivant, ça. Fait que si on prendrait notre alphabet, 26 lettres, 20 acides aminés, ça se ressemble pas mal. Puis on les met dans un chapeau. Puis là, je vous tire 5 lettres au hasard. Je viens de former un mot, le mot Bloom. Puis là, j'aimerais ça, y a-t-il quelqu'un qui va me dire, c'est quoi Bloom? Fait que, je pense que si on n'a pas le code pour traduire Bloom, on ne saura pas c'est quoi ça veut dire. Fait que, s'il n'y a pas personne qui parle allemand ici, personne ne sait c'est quoi ça veut dire. Mais Bloom, ça veut dire fleur. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer par ça? Il ne s'agit pas juste d'enligner des lettres ensemble pour que ça puisse dire quelque chose. Ça prend quelqu'un qui est capable de le traduire, quelqu'un qui est capable de le comprendre. Fait que même si j'avais tout l'alphabet, là, puis on les connaît, toutes les lettres, on est capable de les dire, si c'est pas un langage que je comprends ou que je décode, mais ça va rien me servir. Mais l'ADN, c'est la même chose. L'ADN ou les protéines, c'est un enlignement de lettres, A, T, C, G, ou des cystonines, méthionines, ou un paquet de noms à dormir debout, mais ça veut rien dire à personne si on ne peut pas le traduire. On appelle ça de l'information. Hein? Quand je disais l'ADN, ça contient beaucoup d'informations, mais cette information-là, puis l'information qui existe sur la Terre, peu importe où ce qu'on regarde, ça vient toujours et à 100% d'un processus intelligent. C'est jamais le hasard qui produit de l'information. Ça, faut retenir ça. L'information contenue dans l'ADN ou l'information contenue dans l'écriture, dans le code de la route ou le code Morse, ça vient de quelqu'un d'intelligent qui lui a pensé. Le code informatique, ça peut être la même chose. L'ADN, c'est un code, c'est la même chose. Fait que faut jamais perdre ça de vue. Il n'y a aucune information qui existe sur Terre qui vient pas d'un processus intelligent. Puis, les gens connaissent tellement ça qu'il y a des programmes qui génèrent puis qui coûtent des milliards de dollars, des programmes internationaux comme celui-là, qui s'appelle le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Vous voyez que c'est pas ma langue première, l'anglais. Mais il y a des grosses secoupes, puis même on a des satellites d'envoyer pour ça, puis qui essayent de découvrir de l'intelligence dans l'espace. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils écoutent dans le ciel. Ces secoupes-là, présentement, ils écoutent dans le ciel, puis ils essayent de voir, est-ce que je vais entendre un pattern ou quelque chose d'ordonné? S'ils sont capables d'avoir un son ordonné ou un pattern ordonné, ils vont dire, oh, s'il y a quelque chose d'ordonné, c'est donc de l'information. S'il y a de l'information, il y a donc de l'intelligence. Puis c'est ça qu'on subventionne à même l'argent des contribuables pour trouver de l'intelligence dans l'espace. Puis l'intelligence, ce serait un pattern un son, un bruit ou une onde qui recevrait, puis il dirait, oh, on voit qu'il y a quelque chose d'ordonné, donc de l'information ordonnée égale intelligence. Structure égale intelligence. On parlait de l'ADN tantôt. On parle d'un code qui est des pans de mur de bibliothèque dans une cellule. Une bactérie, là, on ne parlera même pas de quelque chose de complexe, on parle d'une bactérie, 3000 volumes, juste son code génétique, 3000 volumes d'encyclopédie. Puis ça, quand on regarde à ça, on a deux choix. Soit qu'on dit ça vient par la chance, le hasard, ou on va avec un raisonnement logique qui dit toute information vient de l'intelligence. Une cellule vivante contenant beaucoup d'informations doit également venir de quelque chose d'intelligent ou d'un créateur. Ça, c'est qu'est-ce que le côté créationniste va enseigner. Je vais parler ensuite de complexité. Là, on a une trappe à souris. Peut-on enlever un seul élément de la trappe à souris pour qu'elle demeure fonctionnelle? Ceux qui ont déjà voulu attraper des souris dans leur vie, puis on leur donne une trappe, moi ça m'arrive encore fréquemment, si j'avais pas le plateau, là, j'aurais pas de support en bois, est-ce que je serais capable d'attraper une souris? Non, je pense pas. Si j'avais pas le petit ressort, je pourrais pas non plus attraper la souris. Si j'avais pas le petit bras qui retient là, la trappe de partir, je pourrais pas attraper la souris. Si j'avais pas qu'est-ce qui va la tuer, qu'est-ce qui va le snapper, la souris, je pourrais pas non plus. Si j'avais pas le même l'appât pour l'attirer, la souris viendra pas se promener dessus si elle a pas quelque chose à faire là. Fait qu'on voit que il y a des choses comme ça qu'on peut pas enlever un élément puis que ça fonctionne encore. Hein, notre trappe à souris, on peut pas enlever aucun élément, puis si on enlève un, il est trop tard, ça fonctionne plus. La première cellule vivante
qui devaient exister devaient être obligatoirement complexes pour survivre, pour se reproduire, puis pour augmenter son bagage génétique. Ça, c'est des règles de base. Fait qu'en partant, la première cellule vivante dans notre l'arbre évolutif, là, on voit qui est vertical, mais la première chose en bas, il fallait qu'elle soit déjà assez complexe pour pouvoir survivre à son environnement, pouvoir augmenter son bagage génétique, puis aussi pour pouvoir se reproduire. Si la première cellule vivante, elle n'avait aucune capacité de se reproduire, mais ça aurait fini là. Il fallait aussi qu'elle soit capable de changer puis se reproduire. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? La cellule ou la bactérie, dans ce cas-là, qui est la plus simple qui existe sur Terre présentement, elle s'appelle Mycoplasma genitalium. C'est un mot ça aussi que vous avez le droit d'oublier tout de suite. C'est une bactérie parasitaire. Ce que ça signifie, c'est qu'elle a besoin d'un hôte pour vivre. Il faut qu'elle aille habiter dans une autre cellule pour pouvoir rester vivante. Son génome, c'est un génome à ARN, puis il possède 480 gènes. Puis sa taille, là, c'est 580 paires de bases, les A, T, C, G. Là. Mais lui, il en a 580 000 en ligne. Ça, c'est l'affaire la plus simple qu'on connaît aujourd'hui sur la Terre. Fait qu'on voit que c'est déjà un peu complexe, là. Moi, je trouve ça même très complexe. Qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont essayé de réduire ça le plus possible. Parce que si on veut que la vie ait été vraiment simple et qu'elle se soit complexifiée, mais il fallait qu'elle soit vraiment simple au début, là. Fait qu'ils ont dit, bien, sûrement qu'on est capable de la rendre encore plus simple. Fait qu'ils ont pris cette bactérie-là, ils l'ont mis dans un milieu idéal. Ils l'ont nourrie avec qu'est-ce qu'elle a besoin, ils lui ont donné qu'est-ce qu'elle avait besoin pour survivre. Puis, ils ont réussi à en enlever des gènes. Puis, le mieux qu'ils ont réussi à faire, c'est d'enlever quelques gènes pour arriver à un total de 265 gènes. Ça peut représenter encore 300 000 paires de bases alignées dans le bon ordre, là. A, T, C, G, T, G, A, A. Dans ce cas-là, il y avait un U aussi, mais on ne va pas embarquer là-dedans, mais il fallait qu'il y en ait 300 000 lettres comme ça, alignées dans le bon ordre, si on voulait avoir cette bactérie-là encore vivante. Mais ça en vient encore compliqué, tant qu'à moi. Si on enlevait une de plus, on mourrait. Théoriquement, ils ont fait des modèles qui n'ont pas été capables de faire autre qu'un par ordinateur. Ils font vivre quelque chose par ordinateur là, avec 100 gènes. Fait que, déjà là, en partant, en théorie, là, c'est 100 gènes le mieux qu'on peut avoir pour avoir quelque chose de vivant qui se reproduit. Fait qu'est-ce que c'est vraiment simple? Et la question, elle se répond par elle-même. C'est pas vraiment simple. On prend un ordinateur aujourd'hui, ce qui nous aide vraiment beaucoup dans nos tâches ou qui peut nous nuire aussi ou user notre patience. On prend toutes les pièces qui composent un ordinateur, je vous les étale toutes sur une table, puis je vous demande d'où est-ce que ça peut venir, ça. Tout le monde va dire qu'il y a plusieurs personnes intelligentes qui ont travaillé là-dessus puis ont pu monter un ordinateur puis le rendre fonctionnel. Aucune de ces pièces-là tout seul fonctionne, là, capable de faire fonctionner ou fonctionne comme elle devrait. Il faut les assembler, mettre une belle structure, puis là, ça va fonctionner. Fait que la question est simple à répondre. Ça vient d'un processus intelligent. C'est officiel, on ne se pose même pas la question. Maintenant, on va regarder une cellule. Une cellule, la base la plus simple de la vie aujourd'hui. Ici, on a la membrane. La membrane d'une cellule, ça sert de frontière. Ça sert pour le transport des nutriments, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin pour se nourrir. Ça sert également à éliminer les déchets. Puis ça sert à communiquer avec son milieu, savoir qu'est-ce qui se passe autour, comment ça va. C'est vraiment essentiel à la cellule garder son intégrité. Puis ensuite, on a ici des lysosomes qui sont comme des petits chantiers de démolition. Eux autres, ils voient les protéines qui se promènent, ils les attrapent, il y a des fonds, soit il y a des bouts qu'on peut rejeter parce qu'on n'a pas besoin, d'autres que la cellule va se servir pour grandir, pour croître, pour faire sa structure, pour avoir une bonne base. Après ça, on a des mitochondries. Ça, c'est comme la petite centrale d'énergie parce que la cellule est vivante, elle a besoin d'énergie pour continuer et pour vivre. Fait qu'on a notre centrale énergique au travers de chacune de nos cellules, même plusieurs par cellule. On a des petites manufactures, hein, les ribosomes, eux autres, ils servent à faire toutes les protéines, puis là, ils font la structure de la cellule, ils s'assurent qu'ils ont tout le matériau de construction pour que la cellule soit vivante. On a nos éboueurs qui enlèvent les déchets, qui jettent ça. On a après ça notre ADN dans le noyau, hein, qui est toute l'information, la bibliothèque qui sert à la reproduction de la cellule. C'est l'architecte, le contremaître qui dirige tout ça. C'est un peu le conseil administratif. Fait que, on voit la complexité de ces choses-là. Puis là, il y a d'autres, l'appareil de Golgi, il y a un paquet les centrioles, il y a un paquet d'autres organites dans la cellule qui sont là. Aucune de ces organites-là est vivant par elle-même. Je les prends toutes séparées, là, puis je vous les mets ça aussi sur une table, là.
ça va rien donner de vivant. Il faut qu'ils soient organisés ensemble pour que ça puisse fonctionner. Puis c'est des millions et des milliards fois plus complexe qu'un ordinateur, là, juste pour pas qu'on puisse penser que c'est l'équivalent. Puis si je vous pose la question, ça, comment ça a pu arriver? Est-ce que c'est arrivé seul? Je vous pose la question. Moi, j'ai mes croyances là-dessus, c'est que ça a été créé, ça ne peut pas avoir arrivé tout seul. Fait qu'on se retrouve avec ce dilemme-là. Les probabilités, on va juste jouer un petit peu avec les chiffres. Comment est-ce que de secondes, depuis que l'univers existe selon la théorie évolutive, bien, on a un 10 avec 18 zéros en arrière. Ça, c'est comment est-ce que de secondes l'univers existe selon la théorie évolutive. Si on regarde maintenant comment il y aurait de grains de sable sur la Terre, bien, on prend un 0 puis on y colle 22 zéros. Ça, c'est comment est-ce qu'on a de grains de sable sur la face de la Terre. Ensuite, comment est-ce qu'il y a de gouttes d'eau dans l'océan? Et là, on prendrait 1 puis on y met 26 zéros. Fait qu'il y a plus de gouttes d'eau dans l'océan, pas mal là, qu'il y a de secondes depuis que la Terre existe. Maintenant, comment est-ce qu'il y a d'électrons dans l'univers? Hein? On est fait d'atomes, je suppose que vous avez déjà entendu ces mots-là, atomes, électrons, protons, neutrons, mais il y en a 10 avec 80 zéros. Ça, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans l'univers. Maintenant, si on prend la probabilité qu'on forme un brin d'ADN qui va faire une protéine, on ne parle pas d'une cellule vivante, là. Un brin d'ADN qui va faire une protéine, mais on est rendu à 10 à la 600. Fait que ça en fait pas mal de zéros, je vais vous le montrer un peu après ça. Puis si on prend une bactérie, un professeur, un évolutionniste de Yale là, qui a fait ce calcul-là, moi je ne l'ai pas fait, là, mais ça prendrait 100 000 milliards de zéros pour faire une bactérie, qui est la bactérie E. coli. Ça, c'est la chance que cette bactérie-là soit arrivée tout seul. Fait que on se retrouve avec un bon dilemme. Hein? La probabilité zéro, là, les mathématiciens disent là, que quand on a un 1 avec 50 zéros en ligne, là, mettez donc zéro. Ça n'arrivera jamais. C'est ça que ça veut dire. Mais pour faire de l'ADN, mais on est supposé d'avoir un 1 avec 600 zéros. Ça ressemble à ça. Fait que, là, j'ai pas fait comment il y avait des chances qu'un organisme vivant apparaisse. Là. Juste un brin d'ADN qui forme une protéine. Fait que mathématiquement, cette idée-là, mathématiquement, elle n'a jamais été prouvable ou prouvée qu'on a pu évoluer. Il y a un mathématicien astronome qui s'appelle Sir Fred Hoyle qui a dressé une comparaison lors d'une entrevue publiée dans la revue Nature en date du 12 novembre 1981. Même s'il est lui-même un évolutionniste, Sir Fred Hoyle affirme que la probabilité que des formes supérieures de vie aient pu apparaître de cette manière est comparable à la probabilité qu'une tornade qui ravagerait une cour remplie de pièces détachées puisse assembler un Boeing 747. Autrement dit, il est impossible que la cellule ait pu exister par hasard. Ça, c'était publié dans une revue Nature. Ça, c'est une des revues les plus réputées qu'il n'y a pas dans le monde scientifique aujourd'hui. Cet homme-là, c'est un scientifique qui connaît son affaire. Il a fait des études avec des programmes ordinateurs pour essayer de créer la vie comme ça. Puis il en arrive à la conclusion que mathématiquement, là, ça se peut pas. Et une tornade dans une cour à scrap qui ferait un Boeing 747. C'est ça qui en arrive comme conclusion. Fait que qu'est-ce qu'on connaît maintenant de l'origine de la vie? On sait que l'apparition de la vie, c'est mathématiquement impossible. Ils l'ont essayé de tout bord, de tout côté. Mathématiquement, ils ne sont pas capables de dire que c'est une possibilité. On sait que même la forme de vie la plus simple, hein, on regardait tantôt la mycobactérie, là, même la plus simple qui existe présentement ou qui a pu exister devait être déjà très, très complexe. Ça ne se peut pas de la vie simple. Ça prenait déjà une très grande complexité. Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que l'ADN, ben, c'est de l'information. L'information, j'ai mis plein de S. Hein. C'est des tonnes d'informations, l'ADN. Puis que l'information, c'est toujours un processus d'intelligence, puis jamais un processus relié au hasard. Il n'y a aucune information logique qui se comprend qui vient du hasard. Ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Fait que si on prend ces conclusions-là, puis on se demande qu'est-ce qui fait le plus de sens selon les évidences qu'on a. Mais on peut penser que l'évolution, c'est vrai, puis on dit, mais c'est juste, ça prend plus de temps, ou on va finir par le démontrer. J'entends souvent ça, cet argument-là. On ne le sait pas encore, on va le finir par le savoir plus tard. Ça, c'est des choses qu'on peut savoir. On peut aussi croire que c'est qu'est-ce que la Bible enseigne qui est vrai, puis que Dieu aurait créé toutes choses.
Un comme l'autre, on ne pourra jamais le prouver. Hein. C'est de la science historique. Quand on parle d'évolution, les gens veulent reculer dans le temps, mais on ne peut pas reculer dans le temps. On n'a pas de machine à reculer dans le temps. Fait qu'on ne pourra pas le prouver, le côté évolutionniste. Si on parle de création, il faut également reculer dans le temps, beaucoup moins loin. Mais ça prend un Dieu qui a créé puis a fait apparaître toutes choses. Il n'y avait pas de témoin oculaire de ça non plus. On ne pourra pas le démontrer. Fait que l'évolution ou la création, ça prend la foi. Puis pour avoir parlé souvent avec des gens, la plupart du temps, c'était bien candide puis c'était le fun. On avait des belles échanges. Mais quand ça devient émotif, mais on se rend compte que c'est parce qu'on touche à la foi de quelqu'un. Nous-mêmes, on est comme ça. Si quelqu'un touche à nos foi, notre croyance, on va devenir un peu plus émotif dans nos arguments ou qu'est-ce qu'on va vouloir apporter. Mais il faut jamais perdre de vue que l'évolution, c'est une question de foi autant que la création. Parce qu'il n'y a rien de prouvé. On l'a vu pour l'origine de la vie. La vie n'a pas pu mathématiquement arriver. La vie, elle devait être complexe en partant, puis on ne peut pas concevoir quelque chose de complexe en partant. L'ADN contient l'information. L'information vient toujours de l'intelligence, jamais du hasard. Fait que on peut voir que ça devient une question de foi. Parce que ça, les autres personnes aussi croient ça, là, les évolutionnistes. C'est pas juste nous qui fait les calculs mathématiques pour dire que c'est improbable ou juste nous qui constate que la vie est complexe, les créationnistes. C'est tout le monde qui le constate, ces choses-là. Fait que, qu'est-ce que ça prend? Dans Hébreux 11.3, on l'a clairement écrit, hein, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si on prend l'univers au complet, puis on le regarde à qu'est-ce qui constitue l'univers, on parle d'atomes, on parle d'électrons, on parle de neutrons. C'est toutes des choses qu'on ne voit pas, c'est pas visible à l'œil, mais c'est ça que Dieu s'est servi pour faire tout l'univers, pour nous faire nous autres. Puis la Bible, elle dit, mais c'est par la foi qu'on va croire à ça. C'est cette foi-là qui est importante. Qu'est-ce que la Bible enseigne, elle, sur la vie, sur l'origine de la vie? Genèse 2.7, elle dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? C'est que c'est Dieu qui a donné la vie à l'homme, une âme vivante. Fait qu'on a notre vie physique, mais là, on voit quelque chose qui dépasse un peu la vie physique. On parle de l'âme, quelque chose qui est quelque chose qui, quand on parle de ça, c'est quelque chose d'éternel. C'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps. Je vais vous lire dans Luc 12. Je vais vous lire qu'est-ce que Jésus il a posé comme question un jour à des hommes. Luc 12, les versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Ce que tu auras préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On voit un homme dans cette parabole-là que Dieu a traité d'insensé parce que son âme allait lui être redemandée. Qu'est-ce qui est pas juste physique en dedans de nous, son âme un jour, qu'est-ce qui est éternel, allait être redemandée. Puis là, il n'y avait rien préparé pour cette nouvelle vie-là. Hein. Puis Jésus a posé une question avant, puis j'aimerais ça qu'on s'attarde à ça. Verset 15, ça dit, vous l'avez décrit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » La question qu'on en sort de ça, c'est, si la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance, la vie d'un homme dépend de quoi? Hein, le passage nous laisse une question, de quoi dépend la vie de l'homme? Puis là, on ne parle pas de la vie physique, hein, parce qu'il dit que ça ne dépend pas de ses biens. Il parle d'une autre vie, il parle de son âme. Il parle de la vie spirituelle. De quoi la vie d'un homme dépend? Jésus lui répond à ça. Un homme, un jour, est allé voir Jésus, puis il y avait beaucoup de questions pour lui. Il a fini par écouter Jésus parler dans Jean 3. C'est Nicodème. Dans Jean 3,16, Jésus lui répond, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Puis après ça, un peu plus loin, cet même homme-là, il a dit, dans Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que la vie d'un homme dépend de quoi? Cette vie-là que Jésus parle, la vie éternelle, ça dépend en qui cet homme-là met sa confiance, en qui cet homme-là croit. Hein, la vie d'un homme ne dépend pas, dépend de en qui il met sa confiance. Les deux versets mentionnent clairement en qui il croit. Est-ce que ça ressemble à la foi, ça? La foi, c'est croire. Croire que Dieu a créé l'univers par des choses qui sont invisibles, des choses invisibles pour nous. Puis c'est un peu la même chose que Jésus reprend. Que si tu veux la vie éternelle ou ton âme, qu'est-ce qui va durer pour l'éternité? Si tu veux la vie, ça va dépendre en qui tu vas mettre ta confiance. Un peu plus tard, Jésus a mentionné à ses disciples, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus le dit, croire au Fils, c'est croire en Jésus lui-même, croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va venir au Père que par lui. Dans Jean 11, 25, 26, ça dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Hein? La vie d'un homme dépend de quoi? Dépend en qui il a mis sa confiance. S'il a mis sa confiance en Christ, Christ lui-même, il dit, hein, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » On ne parle pas de la mort physique. Hein? Les gens sont tous morts physiquement dans le passé. On regarde, on va dans les cimetières, on va le voir. On parle de vie spirituelle. On parle de l'âme. Qu'est-ce que Dieu a soufflé dans l'homme qui faisait que l'homme était différent du reste des animaux qui a été créé. C'est une chose vraiment importante. Que si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu ce soir, la vie, mathématiquement impossible d'apparaître par elle-même. Deuxièmement, ça devait être complexe en partant. On ne pouvait pas avoir quelque chose de simple. Ça devait être déjà complexe, sinon on ne pouvait pas être vivant, il ne pouvait pas avoir de vivant. Puis en terminant, toute l'information contenue dans une cellule, on parle de la plus petite chose qui existe, là, vivant, une cellule ou une bactérie, mais ça vient d'un processus intelligent, ça ne peut pas jamais venir d'un processus au hasard. Okay? Là-dessus, j'espère que ça l'a éclairé un petit peu la conception d'origine de la vie. Ça reste toujours une question de foi. Est-ce qu'on croit à ce que la parole dit ou est-ce qu'on croit à ce que les hommes vont enseigner? J'aimerais ça terminer par la prière, puis après ça, je vais laisser la place au pasteur. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta révélation, Seigneur, au travers de ta parole, mais encore plus beau, Seigneur Dieu, ta révélation au travers de Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi, Seigneur, et celui qui met sa confiance en lui, Seigneur, va vivre éternellement, comme Jésus l'a promis. On te remercie également parce que on peut observer, Seigneur, ta grandeur, ta puissance au travers de choses comme le vivant, Seigneur. On regarde une simple bactérie, la complexité, Seigneur, de l'arrangement que tu as fait, Seigneur, pour que la vie se maintienne, se reproduise, Seigneur, depuis encore des millénaires, Seigneur Dieu. Et je te prie que tu puisses éclairer nos cœurs, Seigneur, qu'on voit ta gloire, qu'on puisse encore te louer davantage, Seigneur, quand on observe ces choses, des choses invisibles à l'œil, Seigneur, mais connues maintenant. Dans le prénom de Jésus qu'on te prie. Amen. C'est la place au pasteur. Si vous êtes quelqu'un qui a jamais entendu ce genre de discours-là, et si vous avez, en rentrant ici, ou peut-être avez encore, l'idée que la vie vient du hasard et que ce n'est pas quelque chose de planifié d'une manière intelligente par quelqu'un de plus intelligent, c'est possible que ce que vous avez entendu ce soir suscite des questions. J'espère que c'est le cas. Et que ça va vous faire vouloir savoir davantage. Dans le monde, c'est enseigner le contraire. Hein, on sait, moi j'étais à l'école, je me suis fait enseigner le contraire. La plupart des gens qui sont ici, vous avez fait enseigner le contraire, que la vie est venue par hasard, que ce soit l'idée d'un Big Bang ou d'autres hypothèses, et que ça a évolué à partir de rien, puis que c'est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et l'une des questions qu'on est légitimement de se poser, c'est pourquoi si? Et ce que Jonathan a dit, là, c'est pas de l'information privilégiée qu'il y a. Okay? L'information qui est présentée est disponible partout. Les mathématiciens, les évolutionnistes savent que mathématiquement parlant, c'est la possibilité, elle est nulle que la vie ait commencé toute seule.
Ils le savent, eux aussi, la même chose. Ils ont décidé, ils ont choisi de croire le contraire. Comme il a si bien dit, c'est une question de foi. C'est un choix. On décide de croire contraire à ce qui est mathématiquement possible, ou bien on décide de croire qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé les choses comme elles le sont. Maintenant, souvent, on passe pour des innocents, des ignorants, des imbéciles quand on dit qu'on croit dans la création. Je suis sûr que quelques-uns d'entre vous avaient fait face à ces genres de commentaires-là. Cette idée-là est tellement méprisée. Des fois, on se demande, mais pourquoi? Parce que, pourtant, mathématiquement parlant, c'est impossible, la création de la vie. Pourquoi que quand on dit, nous, qu'on croit que ça a été créé par un être supérieur, on passe pour des gens stupides? Une des raisons, je crois, c'est que si on admet qu'il y a un créateur, comme la Bible nous le dit, il faut arriver à faire le prochain pas, de dire, donc, c'est possible qu'on va avoir des comptes à y rendre. Et c'est probablement ce qui fait que tant de gens refusent de croire à l'idée qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé. S'il y a un créateur, comme la Bible le dit, on a des comptes à y rendre. Et ça, c'est le principe du propriétaire, si on veut. Hein? Dieu, il est le créateur, c'est à lui qu'appartient le monde entier. Et si on admet ça, ça se suppose qu'un jour ou l'autre, on va avoir des comptes à y rendre. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de mettre notre foi en lui, dans l'œuvre accomplie, si bien présentée par Jonathan.